servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de servetien.ch, épisode d'analyse où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé samedi en fin d'après-midi entre le Servette FC et le Grasshopper Zürich, match qui a eu lieu au stade du Letzigrund à Zurich, qui s'est soldé par la victoire de Servette 3-1. Avec moi, vos chroniqueurs favoris, vous savez, l'homme qui sait tout faire et qui s'amuse même à compter le nombre de places qui restent avant le match de Genk. El Grande, el Magnifico, Lucas. Salut Lucas. Hello, ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Très content de cette victoire de Servette pour ce premier match. Ah, franchement, ça fait plaisir. Hein. Ça fait très plaisir. Avec moi, l'homme qui a passé la soirée avec Aya Nakamura et Damso et qui est revenu indemne. Ouais. Monsieur Nilassan, comment ça va? Comme un lendemain de paléo, ça va. Et puis surtout, après une victoire de Servette, toujours bien. Classique contre Getse, qu'on a l'habitude de battre Getse. On n'a plus l'habitude de perdre contre eux ou de faire match nul. C'est bien. Ouais, franchement, pour eux, ça doit être terrible. Mais nous sommes pas à leur place. Ouais, on n'est pas grasshopper.ch. Exactement. On dit grasshopperien ou Sauterelle.ch. Messieurs, aujourd'hui, nous allons revenir du coup sur le match qui a eu lieu entre Grasshopper et Servette. Le premier match de la saison. Ensuite, on va faire les tops et les flops comme d'habitude. Et on va se projeter sur le prochain match qui arrive déjà mardi. Match très très important entre Genk pour la qualification à la Ligue des Champions. Messieurs, si j'ai la voix cassée, c'est parce que j'étais moi-même à Zurich hier et que j'ai laissé ma voix. Ouais, c'est grâce à toi que Servette a gagné. Du coup. Voilà. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Avant qu'on rentre sur la composition et le match, je voulais juste dire un mot sur la formule de cette saison qu'on n'a pas trop eu le temps d'évoquer la semaine dernière, mais je vais résumer encore. Là, on va commencer avec 2 tours, match aller-retour contre tout le monde. Il me semble que c'est pas 3 tours en premier. D'abord 2 tours, match aller, match retour à domicile à l'extérieur contre tout le monde. Okay. Ensuite, tu as un 3e tour où tu vas jouer 5 ou 6 matchs à domicile et 5 ou 6 matchs à l'extérieur. Tu vas jouer contre tout le monde, mais il y a des adversaires que tu vas recevoir et d'autres chez qui tu vas aller. Ensuite, on arrivera à donc 33 matchs. À ce moment-là, on va couper le classement en 2. On va faire 2 groupes. Le groupe champion et le groupe de relégation. Ouais. Donc les 6 premiers seront dans le groupe de champion et les 6 derniers seront dans le groupe de relégation. Chacun joue une fois contre chaque équipe. Donc, si tu as joué plus de matchs à domicile au 3e tour, tu joueras moins au tour de... etc. Parce que tu auras 11 matchs sur le 3e tour et 5 matchs sur le dernier, tu vois. Okay. Ce qui fait que tu vas te retrouver avec 38 matchs au total. Matchs, pas forcément le même nombre à domicile à l'extérieur. Normalement, ça devrait s'équilibrer selon les calculs de la SFL. Ouais. Sinon, ça sera rattrapé sur la saison d'après. Voilà. Si les équipes ne soient pas reléguées, quoi. Ouais. C'est vrai. S'il n'y a pas une faillite ou une relégation sportive entre-temps. Exactement. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette formule pour vous, toi, Lucas? Moi, je trouve que c'est un pas en avant. J'aime bien le fait que ça évolue, que ça va dans le sens où maintenant on ne dispute pas 4 fois la même équipe dans le championnat. Enfin, il y a des équipes qu'on affrontera 4 fois, mais ça sera plus intéressant à des moments. Et aussi qu'on augmente la taille de la ligue, qu'on passe à 12, parce que c'est vrai qu'une ligue à 10 équipes, c'était très petit. Et on évite le tour de toutes les équipes, c'était chaque année les mêmes. Et là, ça apporte de la diversité, de la compétitivité avec... un tour, une sorte de qualification pour l'Europe entre les 6 premiers. Et je trouve qu'on va dans le bon sens, comme le fait la Belgique, comme le fait l'Autriche, si on peut se comparer à des championnats qui sont un peu de notre niveau. Et donc, moi, je suis content de cette réforme. C'est une formule plutôt écossaise, c'est-à-dire qu'elle est utilisée dans le championnat écossais. Pour toi, Nilassan, tu partages l'avis de Lucas ou pas? En Écosse, ça semble de fonctionner. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'ils utilisent cette formule. C'est pourquoi on l'appelle la formule, entre guillemets, écossaise. Après, j'ai l'impression que ça va surtout enlever une pression au club de milieu de classement où justement
Avant, avec ce championnat à 10, même quand tu étais 6e, tu ne savais pas si tu étais sauvé de la relégation ou pas seulement au bout de 2-3 journées avant la fin du championnat. Du coup, ça t'enlève un peu cette pression parce que là, tu as 12 équipes, du coup, tu as un seul qui est relégué, tu as le 11e qui fait le barrage, du coup, ça laisse plus de souplesse à ce ventre mou, d'avoir moins cette pression, de peut-être faire jouer plus les jeunes. Les équipes, par exemple, je pense que tu as Lausanne-Ouchy, Verdron, Lausanne Sport qui prendraient peut-être plus de risques. Après, est-ce que le niveau va augmenter? Ça, je ne pense pas. Après, voilà, malheureusement les droits TV vont aussi baisser pour les clubs de Super League, mais au moins ça enlève cette charge, et puis j'espère que ça permettra justement aux équipes de lancer plus de jeunes, et d'avoir moins, par le fait qu'il y a moins de cette pression, mais le niveau ne va pas augmenter. Après voilà, la Suisse est un petit pays, on est aussi limité, on ne peut pas se permettre d'être à 20 ou 15 équipes, du coup on fait avec ce qu'on a, et puis c'est un pas en avant, et il fallait changer parce que ça fait déjà depuis très longtemps qu'on était à 10 et il fallait un changement. Ok, je partage pas votre avis, mais bon, on n'est pas là pour débattre de ça. Et y a aussi on en reviendra peut-être dans une prochaine émission. Sur quoi tu es pas d'accord? Moi, j'étais content avec la Formule à 10. Ah ouais? À 10 ouais. Elle est un peu redondante, hein. Et surtout le fait que les relégués, il y avait un grand gap entre la Super League et la Challenge League, et le club qui était relégué, la plupart du temps. Ouais, d'accord. League, tu vois. J'entends ton argument, tu vois, mais le fait qu'il y ait un ventre mou, moi je trouve que c'est positif. Ok. Et après, pour Servette, si on reste sans être arrogant, si Servette, on suit la logique du niveau, va quand même jouer des matchs plus intéressants à la fin de la saison, et on connaît le public genevois et l'attrait du public genevois au spectacle et aux mais ça, il faut finir dans les 6 premiers à la 33e journée. À 33e journée. Là, pour l'instant, de ce qu'on voit de Servette ces dernières années, ça semble jouer. Après, Servette n'a jamais fini au-delà de la 6e place d'ailleurs. Je sais pas s'ils ont pas fini 7e la 2 saisons en arrière. J'ai un doute. Il me semble que c'était 6e. Je crois que c'était 6e. Mais on n'était pas loin d'être dans les derniers. Ouais. Enfin bref, voilà, je voulais juste en dire 2 mots vu que la saison commençait. Pour nos auditeurs peut-être qui ne savent pas qu'on a changé de formule. Je doute, parce que vous êtes évidemment des spécialistes. Et big up à tout le monde, tous ceux qui étaient dans le train, tous ceux qui nous écoutent. On est ensemble, les amis. Big up. Gros big up. Alors, on va tout de suite maintenant revenir sur le match qui nous intéresse et qui a eu lieu hier après-midi, en fin d'après-midi, entre le Grasshopper Chili et Servette FC. Premier match officiel de notre nouveau coach René Weiler, et il a mis cette composition, donc Frick au but, Séverin Rouillet en défense centrale, Tsunemoto à droite, Baron à gauche, au milieu Doulin Konya, il a mis aussi Koutessa à gauche, ailier gauche, Stevanovic ailier droit, et Crivelli et Bédia en attaque, soit un 4-4-2, messieurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette compo avant qu'on se rende dans le match, qu'on rentre dans le match? C'était une compo assez logique au suite des matchs amicaux qu'il y avait eu. Il avait fait à chaque fois un 4-4-2. Un peu étonnant parce que aussi, quand il arrivait au début d'année, enfin début de saison, il avait dit qu'il jouait plus en 4-3-3, mais qu'après il s'adaptait selon son effectif. Et je pense que quand il a vu qu'il avait Bédia et Crivelli dans un niveau de forme assez équivalent, au lieu de se créer des maux de tête à devoir choisir qui mettre titulaire, je pense qu'il a changé son système en 4-4-2. Ça peut être aussi lié parce qu'on a un manque de milieu, et qu'on a vraiment comme milieu actuellement, on a Doulin Konya et peut-être Andoua qui revient au club et qui est encore hors forme. Et donc, le choix du 4-4-2 était peut-être le plus logique pour commencer cette saison. Est-ce qu'il va rester en 4-4-2 au fur et à mesure de la saison? Ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est un bon choix. Et Hassan, pour toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette composition et de cette tactique aussi, vu que ça fait longtemps que Servette n'a pas joué en 4-4-2? Je l'ai trouvé assez intéressante. On a vu le changement comparé à Gaguerre. On voyait direct 2 attaquants d'entrée. Puis je pense que c'était le dispositif idéal contre une équipe comme Getse, qui justement qui assez, qui laisse pas trop de. Comment dire, c'est pas une équipe qui a trop en attaque, du coup c'est vrai que sans profiter. C'est une équipe qui attend, du coup c'est bien de direct mettre les cartouches, de mettre tous ses atouts pour aller de l'avant, et puis ça a porté ses fruits. Peut-être que sur ce 4-4-2, on n'aurait pas peut-être assisté à une victoire aussi nette de Servette, du coup assez content, et puis surtout quand tu vois le banc qu'on a au niveau offensif, tu dis un 4-4-2, tu dis waouh, c'est incroyable. Franchement c'est impressionnant. On va revenir là-dessus, mais ouais, là, en tout cas, niveau offensif, on est bien.
il nous manquera quelques défenseurs au milieu comme tu dis. Oh les gars, on va rentrer tout de suite du coup dans ce match où Servette rentre très vite avec dès la deuxième minute une récupération de Doulin pour coûter ça et là ça va aller très vite. Crivelli qui remet à Konya qui trouve Stevanovic à droite, Stevanovic qui trouve en profondeur Bedia qui lui s'amuse. Se met sur son pied gauche, frappe et ne marque pas. Mais on était à la deuxième minute, mais ça, voilà, c'est cette action. Ça inaugurait quand même que Servette allait de l'avant, allait prendre le jeu à son compte, allait prendre les devants dans ce match. Et ça se concrétise à la 16e minute sur un long ballon de Séverin qui va envoyer sur Bedia qui va lutter avec le défenseur central, mais il va faire une toute petite touche de la tête pour passer devant le défenseur central et après mettre le pied et tromper le gardien. Là, ça fait 1-0 pour Servette, les amis. C'est plus ou moins mérité ou pas? Ou c'était... Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là Bah là, déjà, on voit sur le but, on voit déjà 4 joueurs servettiens sur la ligne d'attaque. On va goûter ça, on voit Crivelli, on voit Bedia, on voit même Stevanovic côté gauche de l'action. Du coup, on voit clairement les intentions servettiennes. C'était attaquer, c'était dès qu'on avait, je pense que la consigne, c'était dès que les défenseurs voyaient une ouverture, ou le milieu de terrain voyait une ouverture en attaque, c'était de lancer en avant. Et puis, c'est pas de lancer de l'avant comme n'importe quoi. Des fois, on dégage la balle, on dit l'attaquant va se débrouiller. Avec Gaguerre, on avait un peu de peine à faire ce genre de schéma. Et là, on voit que c'est vraiment une consigne de Gaguerre. C'est dès qu'il y a une ouverture. De Weiler, pardon. Excusez-moi. Dès qu'il y a une ouverture, on voit les 4 joueurs offensifs qui sont tous alignés dans la défense de Getse. Et puis avec un Chris Bedia qui est complètement en forme, il reçoit la balle, il s'amuse, il marque. Presque à 20 buts cette année en 2023 quoi. Je sais pas combien de buts il a marqué la saison passée, je crois 12 buts. 12 buts voilà avec le 2 buts de hier, il a 14, c'est déjà pas mal hein. Je pense qu'il est prêt à, si on parle pas trop vite, prêt à nous faire peut-être une saison à 20 buts. Ouais, j'espère. En vrai, dès les 15 premières minutes, on a vu ce que Weiler voulait mettre en place, on a vu comment aller jouer Servette en tout cas dans ce match, peut-être pour la suite, c'est-à-dire grosse pression sur les milieux de terrain adverses et les joueurs adverses en général quand t'as pas la balle, et après c'est partir vite, très vertical. Ouais, très vertical, et en plus c'est des tactiques qui marchent assez bien contre des équipes qui jouent assez bloc bas, type Getse qui ne propose pas grand chose niveau jeu, et ça fait du bien d'avoir un système qui marche, un système offensif. Et c'est un truc qui a été travaillé sûrement sous Weiler pendant la préparation, et là on le voit, ça marche très bien parce que comme a dit Nelson, il a balancé et joué de l'avant. Là Séverin, clairement il avait l'intention de jouer sur Bedia, pas juste de dégager devant pour espérer qu'un ailier ou qu'un attaquant récupère la balle. Et puis Bedia, Crivelli, 2 joueurs qui ont un volume de jeu assez conséquent offensivement, et puis eux face à un défenseur, en plus là, pas pour critiquer mais le défenseur de Getse il est un peu frêle, c'est Seko je crois. Ouais, c'est Seko. Face à Bedia, il peut rien faire. En fait, tu sais, c'est juste, j'ai l'impression que c'est juste cette petite touchette qui l'élimine complètement le défenseur, tu vois. S'il n'y a pas la touchette, tu vois, il est quand même dessus, tu vois. Ouais. Prendre l'ampleur quand même. Après, il faut se coltiner, Bedia. Bien sûr, c'est compliqué. Mais c'est juste rajouter quelque chose par rapport à cette tactique, ce dispositif, quand des équipes comme Getse, Winterthur, qui restent assez... qui attendent l'adversaire. Peut-être Lugano aussi. Peut-être Lugano, c'est le genre de tactique idéale, quoi. Ouais, c'est ça. Là, tu mets vraiment, c'est clair et net, c'est l'attaque, et c'est genre, tu laisses pas le temps à ces équipes de respirer, de prendre du répit. Et puis contre des équipes comme ça, les équipes qui sont un peu attentistes, c'est plutôt pas mal. Ouais, après, c'est clair. Après, à voir contre des équipes comme IB, voilà, ça c'est autre chose. Ça, il faudra voir ce que ça va donner. Contre Genk, on verra. Contre Genk, on verra quel sera le schéma tactique de Weiler. Est-ce que ce sera pareil? Je pense pas. Mais je pense pas. Moi, je pense fondamentalement que Weiler, c'est un tacticien. Weiler. Vraiment, c'est quelqu'un qui va essayer de, entre guillemets, s'adapter à l'adversaire ou de trouver au moins les solutions ou les meilleures tactiques pour pouvoir poser des problèmes à cet adversaire en particulier. Là où Geiger était plutôt, on va dire, un conservateur de garder toujours à peu près le même système. Et là, en plus, on a vu qu'en mettant 2 attaquants, t'as presque 2 pivots. C'est-à-dire que ce soit l'un ou l'autre peut dévier pour l'un ou l'autre. En plus de Crivelli, son volume de jeu, et
il est tout le temps à la bagarre, il court tout le temps, tu vois, c'est impressionnant. Donc ça laisse 2 possibilités en plus. Pour les défenseurs adverses, c'est très difficile de gérer ça. Bedia, Crivelli qui viennent toujours chercher le contact, qui font les appels, contre-appels. Franchement, c'est du gros travail pour les défenseurs adverses. En plus, les défenseurs de Getse, je crois, c'est des nouveaux joueurs, ils se connaissent pas, donc c'était galère pour eux. Ouais, il y a eu beaucoup de changements. À Getse, il y a beaucoup de changements. Des joueurs beaucoup de départs, mais pas trop d'arrivées. D'ailleurs, leur nouveau coach, Bruno Berner, disait qu'il s'attendait à avoir encore 4 ou 5 nouveaux joueurs. Mais bon, nous ne sommes pas chez grâce au Pers. Et on revient au match. Et à peu près, comme à son habitude, Getse va revenir d'à peu près nulle part. Ouais. Ça va partir d'un centre trop long que va récupérer le joueur de Getse qui s'appelle Corbeanu, qui va mettre une passe en retrait sur Endeng. Et là, franchement, frappe imparable. Magnifique, imparable, juste là où il faut. Et peut-être on peut reprocher on peut même pas reprocher grand-chose à la défense, quoi. Sur l'action même, on peut rien reprocher. Après, c'est l'origine. C'est sur le départ de l'action. Sur le départ de l'action où Tsunemoto était fautif, où il allait partir de l'avant et a complètement laissé oublier le joueur de Grasshopper qui était sur l'aile gauche. Et du coup, ça laissait un boulevard aux joueurs de Getse pour faire le centre. Mais sinon, sur le but, on peut rien dire. Ça n'est pas individuel, ça n'est pas technique. Là, franchement, c'est une action de classe. Tu peux rien faire. C'est plus sur l'origine de l'action. Où il y a une petite erreur de la part de notre nouveau latéral. Mais c'est même pas c'est le une premier erreur, match. Il y a déjà, ça c'est une histoire, je pense, ça va venir avec les automatismes. Ouais. Et que là, faut pas en vouloir. C'est son premier match, surtout. Sûr que non, il a été correct en plus. Ouais, j'ai vu sur Twitter, il y en avait de grosses qui avaient de mauvaise foi, qui disaient que Doulin devait contrer cette frappe, mais il s'attend vraiment pas à qu'il frappe de là et cette frappe sort de nulle part. Là, on peut rien faire. Là, franchement, on peut rien faire. Là, c'était un spectacle et je crois même que c'était le seul moment où Frick a presque quelque chose à faire de ce match, quoi. En première mi-temps, il y a eu quelques tentatives quand même de Getse. J'avais noté une frappe de Dadashov, le fameux Dadashov. Mais je vous l'avais dit, comme d'hab, Getse peut de nulle part, ils peuvent revenir. Alors que c'est pas terrible dans le jeu. Ça change pas d'année en année. Non, c'est la même politique, même système de jeu. J'ai vu la stat contre les équipes de Super League. Le pourcentage de score qu'on mettait plus de 3 buts par match. Ouais. Et genre à Getse, c'est 66% des matchs. On leur met plus de 3 buts ou plus. Getse, c'est souvent l'assurance de voir pas mal de buts. Je me souviens, il y a beaucoup de matchs qui ont fini en 4-3 ou 3-2 ces dernières années. Et s'il y a un match à aller voir, les amis, c'est contre Getse. Avec certainement 60% de chance de le gagner. Tu vois. Et de voir 3 buts du coup. On arrive à la mi-temps, donc un partout, c'est plutôt logique. Vous trouvez ou pas? Tout ce qu'on a dit, non. Justement, le but de Getse, il est un peu improbable. Il n'aurait pas dû arriver. Après, c'est un exploit individuel. Et c'est ça, on peut rien y faire. Mais sur la base, ce que Servette a montré, a clairement montré des intentions. On a vu que Servette était bien organisé. Getse s'est pas vraiment procuré d'occasion, mis à part cet exploit individuel. Les Bedia, Crivelli, toujours en train d'attaquer, toujours en train de faire des appels, de rentrer en contact avec les joueurs des défenses de Getse. Non, pour l'instant, Weiler, je pense qu'il pouvait être content de ce que l'équipe a montré. Et je pense qu'à la deuxième mi-temps, je pense que ça aurait de monter en puissance. Et c'est ce qu'on a vu après, quoi. Ouais. Et même... j'ai trouvé que contrairement à la saison passée où si on rentrait dans les vestiaires à un partout, où j'étais un peu plus pessimiste, je me serais dit ça va être chaud pour gagner ce match ou pour créer quelque chose. Là, on est rentré à un partout et j'étais presque convaincu qu'on allait assurer la deuxième mi-temps, vu l'effectif, vu le jeu qu'on proposait. Et je sais pas, c'est peut-être la nouveauté que c'est Weiler, et je me suis dit on a une équipe qui joue bien, les matchs amicaux ça s'est bien passé, donc ça va bien se passer. Mais là, tu penses pas que c'est dû à l'adversaire, à Getse, tout simplement? Je sais pas, est-ce que la saison passée, si on était rentré à un partout dans les vestiaires contre Getse, on serait dit oui. Franchement, Getse, c'est une des seules équipes où je me serais dit tu penses? Je sais pas. Non, tu trouves pas? Moi, je sais pas si tu peux. Peut-être l'adversaire. Si en aussi peu de temps tu peux atteindre un mental
Parce qu'en fait, la différence que tu es en train de dénoncer, c'est le mental. Ouais. C'est que l'année dernière, ça pouvait s'effondrer vite, et alors que là, on a trouvé que mentalement, Servette était fort, qu'ils n'ont pas été bougés du. Et je me demande si c'est vraiment possible d'inculquer ça direct après 5 semaines d'entraînement ou si c'est l'adversaire. Quoi. C'est que Après, tu les as jamais sentis dangereux, même en première mi-temps. Le changement, tu peux le faire vite et l'appliquer. Après, ce qui est le plus dur, c'est de le garder sur toute la saison. Ça, c'est autre chose. Mais le fait d'avoir cette mentalité-là, de tout le temps aller au pressing, d'aller au contact, de toujours courir, de bloquer les espaces, d'avoir cette rigueur, le changement, tu peux le faire. Tu peux le faire au début. Mais après, c'est le garder sur toute la saison. Ça, c'est autre chose. Non, ce que j'essaye de te dire, en fait, c'est que, tu sais, par exemple, à un moment donné, quand Servette encaissait des buts l'année dernière, il pouvait retomber vite dans des... du jeu un peu brouillon, alors que là, non, tu vois, c'était plus dans ce sens-là que je disais. Moins dans la capacité mentale à aller faire des efforts. Là, dans ce sens, je pense. C'est lié, je pense. Ouais, c'est lié, c'est vrai. Je pense le truc de se laisser aller et puis se rattraper au score. Je pense que là, maintenant, vu que c'est un nouveau entraîneur, beaucoup de changements, on va le faire automatiquement parce qu'il y a cette pression. Mais après, au fur et à mesure qu'on va rentrer dans la saison, peut-être que là, il va avoir ce relâchement parce que justement, c'est très rare de rester toujours sur la même constante, dans ce même degré de performance. Et ce que Gaguerre demande, c'est très... Gaguerre, pardon. Faut que j'arrête. Décidément, il s'y fait pas. Il me manque. Non, mais ce que Weiler demande, c'est très exigeant pour les joueurs. Et c'est ça, justement, Est-ce que physiquement ça va tenir aussi alors ça, franchement, on m'aurait dit il y a quelques mois que Crivelli aurait joué 4 minutes, que quand même Rodelin ferait des courses. J'aurais pas cru, franchement. Là c'est le premier match. Après il y aura un match tous les 3 jours. C'est pour ça qu'il faut pas s'enflammer. C'est le premier match. On verra, on fera les comptes comme on a dit à l'analyse à 6 mois. Le calendrier est infernal, les amis. Et on va rentrer dans cette deuxième mi-temps qui recommence à peu près comme la première, par une frappe de Bédia. Et 60e minute, Koutessa qui fait une petite passe, un amour de passe, une sorte de petite louchette à Bédia. Après, c'est la classe de Bédia qui parle. Il récupère la balle, un contrôle légèrement chanceux. Et après, frappe directe, instinct du buteur. But dehors. Contrôle chanceux. Classe. Contrôle. Parce que si tu regardes bien, elle touche un peu son pied d'appui, tu vois. Ce qui la remet un peu bien. C'est que tout le réussit. Ouais. Tu vois, c'est que tout le réussit. Voilà ce qu'il faut y voir, tu vois. Tout ce regarde bien. Merde, il y avait là. On saura jamais. Tu vois, elle touche 2 fois il contrôle avec le pied gauche. Et ça tombe sur son pied droit. Ça va sur son pied droit, mais ça reste dans sa course, ça reste dans la... dans la course du ballon, tu vois. Et puis chanceux, mais en tout cas, c'est la classe. Quoi. Et puis sur l'action, quand on voit Konya qui fait la course pour aller de l'avant en tant que, on va dire, numéro 9, tu vois aussi Crivelli à côté qui fait la course, tu vois Bédia qui fait la course, c'est vraiment, on a le ballon, on court, c'est attaque, c'est attaque, on sprint. Et ça, on voyait pas beaucoup avec Gaguerre, et ça, c'est une nouveauté de on l'a vu Weiler, un petit peu au début de la saison dernière, j'ai trouvé, où Servette mais Servette maîtrisait pas tant que ça offensivement, c'est qu'il laissait la balle à l'adversaire et il partait en transition, en contre, on va dire. Et à ce moment-là, tu avais ces schémas où tout le monde partait, mais c'est vrai que là, comme ça, c'était impressionnant. C'est vrai que cette agressivité avec Gaguerre, c'est pas aussi intense. C'était pas du tout aussi intense. Là, on voit vraiment la différence Weiler. La patte Weiler. Intensité, il est pour quelque chose. Ensuite, on continue le match avec quelques changements qui vont arriver, notamment Guimeno qui va rentrer et qui va... nous faire obtenir il va récupérer la balle, il va se faire tacler par Seko de nouveau. Le pauvre Seko, il a passé un sale match et faute ou pas pour vous? Pour moi, il n'y a clairement pas faute. Non, il n'y a pas faute. Moi, je suis mauvaise foi, j'allais dire faute. On connaît le joueur. On est content. Il est intelligent. C'est une intelligence. C'est intelligent. C'est juste. Et on connaît le joueur. Guillaume, il aime faire ça. C'est son style de jeu. Et ça, c'est pas contre nous, on va pas se plaindre. Et souvent, on se plaignait qu'on n'avait pas de joueur vicieux, un peu vicieux, un peu vicelard dans ce sens-là. Maintenant, on a Guimeno, un peu le leader de la ligue par rapport à ça. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur le début de l'action où tu vois justement Antunes qui est face à trois joueurs de Getse et qui les presse,
qui courait, qui mettait des sprints sur les 3 joueurs. Et on voit qu'après, ça laissait le temps à Doulin de récupérer la balle. Puis ensuite, on arrive sur le penalty sur la faute de Guimeno. Mais il faut aussi, Antunes comme ça, aussi agressif, aussi rapide. Ça on ne le voyait pas aussi avec Geiger. C'est que là, en fait, finalement, avec Weiler, on a remis vraiment les compteurs à zéro. Et j'ai envie de dire, à part Stevanovic, personne n'est intouchable. Personne n'a une. Enfin, même Stevanovic, il a dit que personne n'est. Personne à sa place. Est-ce que tu penses que Stevanovic va être mauvais? Non. Déjà, ouais. Non, parce que Stevanovic, non seulement c'est un bon joueur, puis en plus il y a aussi la mentalité qui va aussi avec. Clairement. Voilà. Et on l'a vu pendant ce match. Le gars, aussi. il revient d'il y a 2 semaines et il est déjà au top physiquement. Il revient à 2 semaines et puis si on regarde bien le match, des fois il y a des moments où il se met un peu en retrait plus défensif. Et il fait un peu le travail de l'ombre, alors que c'est notre ailier. Ça, c'est vraiment quelqu'un. Il n'y a pas tous les ailiers qui sont prêts à faire ça. C'est peut-être aussi ça le défaut de la tactique de Weiler, c'est qu'en termes d'équilibre défense-attaque, on a peut-être tendance à pencher trop vers l'attaque. Et du coup, c'est sûrement à cause de ça que même Kutesa doit faire des efforts défensifs en fait. J'ai l'impression que tout le monde va mettre sa patte dans la défense. Tout le monde va mettre sa patte dans la défense. Tout le monde a attaqué. Ça, c'est très, très intense. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va tenir? C'est la grande question. On verra au mois de novembre, après je ne sais combien de matchs. On fera un petit bilan, on verra quand est-ce qu'on fera un petit bilan. Mais bon, on a l'avantage d'avoir un banc assez complet. Et donc, même si les joueurs sont un peu fatigués, on a de quoi remplacer. C'est pas comme la saison dernière où on avait un banc assez limité, où peut-être que la fatigue de certains joueurs se ferait sentir sur les scores. Là, je pense que, en plus, s'il y a des potentiels arrivés en plus, on a un banc assez fourni. En plus, si les rumeurs d'un défenseur central, d'un numéro 8 se concrétisent, on a vraiment un banc pour justement assumer ce genre de tactique. Pour avoir plusieurs équipes. Parce que c'est très fatigant et usant. Si on restait sur le 11 de Geiger à l'époque, tout le temps la même chose, là on ne tiendrait pas, ça c'est sûr. On fait pas long feu. Et c'est là où Geiger qui cherche un équilibre. Ici, on est sur quelque chose de totalement différent. Et c'est rafraîchissant, moi je trouve, en tant que. Ça change. Ça fait plaisir. Ça change. Et un truc que j'ai bien aimé, c'est les changements que fait Weiler. Je pense qu'à la. C'est quand qu'on marque le 2-1 60e. Si c'était Geiger, à ce moment-là, pour assurer le score, il aurait fait rentrer plein de joueurs défensifs. Là, au contraire, il fait rentrer Guillemeno, il fait rentrer Antunes, il n'a pas peur, il fait rentrer des joueurs offensifs qui savent qu'ils peuvent apporter quelque chose dans le match. Et donc, au lieu de sécuriser le score, il va chercher le 3-1 pour sécuriser mieux le score, en tout cas. Et moi, je crois que ça restait. J'avais l'impression que c'était quand même du poste pour poste les changements. Non, ça n'a pas tellement bougé tactiquement. Poste pour poste. C'était pas un changement de système pour défendre. Ça c'est clair. Et à un moment pendant le match, même après le 3, on a vu un retrait de Servette. Ça a toujours été la même ligne offensive, la même tactique du début à la fin du match, que ce soit 0-0 ou 3-1. Getse, c'est Crivelli qui va transformer le penalty, je l'avais pas dit. 3-1. Et après, il va pas se passer grand chose fin du match. Getse n'a pas. Ou c'est Servette qui est vraiment été impressionnant et c'est pas du tout laissé déborder par Getse, n'a rien laissé à Getse. Aucun espace. Même, on voit que Getse, quand ils allaient en attaque et qu'ils se retrouvaient dans le 16 mètres, on voyait 4-5 joueurs servétiens sur un joueur. C'est vraiment, il y avait cette. Comme on l'a vu sur l'origine du penalty de Guimeno, on voit Antunes qui court, qui fait les courses, et même Rodelin qui fait la course. Ça, franchement, ma télé, j'ai vu ça, j'ai halluciné. Rodelin, à un moment, je voyais, il avait une contre-attaque de Getse, et puis on voyait Rodelin faire un sprint. Chose que je n'ai jamais vue en 3 ans ou 2 ans. Non, mais ça, c'est vrai. Il est mauvaise langue. Non, mais un sprint comme ça, franchement, là, on connaît Rodelin. Je charrie un petit peu. Mais on le connaît. C'est ce qu'on lui reproche. C'est un peu une forme de nonchalance. Nonchalance, là, avec Weiler, la nonchalance, ça passe pas. Non, ça. Il a dû lui dire. Là, vraiment, il va apprendre les nouvelles méthodes suisses allemandes. La discipline. Là, oui, ça, c'est la discipline. Attention. Messieurs, vous voulez rajouter quelque chose vous voulez encore un point tactique ou rajouter quelque chose avant qu'on passe au top et au flop. On fait parler des joueurs après. On fait quand même rentrer Fluke à le deuxième pour dire le banc, quoi. Le banc qu'on a, quoi. Et ni Toiti, ni Fofana n'est plus dépassé. On ne doit pas convoquer. Lung et. J'ai une question par rapport au latéral qui vient de Grèce.
qui était blessé du coup. Non, il était là. Il était là aussi. Je pense qu'il a préféré mettre banc. Il y a aussi un truc qu'on n'a peut-être pas dit, mais c'est vrai que quand il y a un nouvel entraîneur et qui arrive dans une équipe qui a plutôt bien fonctionné la saison dernière, il vaut mieux pas complètement tout chambouler. On l'avait vu la saison dernière avec le FC Zurich et Fauda. Franco Foda qui est arrivé et qui a tout changé du tout au tout et finalement se retrouver à jouer la relégation pendant un petit moment jusqu'à l'arrivée du nouvel entraîneur. Ça aussi c'est peut-être assez intelligent de la part de Weiler, mine de rien, même d'avoir changé la tactique mais d'avoir laissé à peu près, parce que là il y a tous les joueurs qui sont titulaires à part Tsunemoto, c'est des mecs qui étaient là l'année dernière. Bien sûr. Donc, après il a aussi mis l'équipe la plus compétitive, je pense. Là on n'avait pas trop j'imaginais pas trop un autre 11, peut-être Vouillot à la place de Rouillet, mais Vouillot arrivait après Rouillet en préparation, il avait moins de prépa et donc c'était un choix logique de mettre les deux. Mais je pense que Weiler a juste mis les 11 meilleurs et puis voilà. Ok. Je pense aussi. Comme ça marche au mérite, il a dit il met les 11 meilleurs, il met les 11 meilleurs. Il va surtout pas mais il y a des automatismes entre ces 11-là. Ah bien sûr, ce qui a été travaillé en amicaux et tout. Ouais. Il n'a pas voulu chambouler aussi par rapport à la prépa. Du coup, des Vouillots qui sont arrivés après, il ne les a pas fait jouer tout de suite. Ouais. Donc, c'est logique. C'est logique. Messieurs, on passe au top ou flop. Oui. Ouais, bien sûr. Ouais, alors c'est parti. On va faire sur le jingle. Hein. Voilà, on va revenir en direct, tant pis, sans le jingle. Si vous voulez, je fais le jingle. Ça, c'est le foot. Attends, si tu veux, je te la remets. Ça, c'est le foot. C'est toujours le négatif. Toujours le négatif. Alors, je vous le remets ici, sans l'animation. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais si on va commencer par le plus dur, les flops. Sauf que là, on n'a pas trop de négatifs à dire. C'est ça. C'est compliqué. Hein. Ça fait plaisir. Hein. C'est très rare ça. C'est déjà arrivé. Un flop. C'est déjà arrivé, mais surtout en fin de saison dernière, c'était entre le match de Zurich et de Sion. Je vous laisse. Il y en a un qui veut se lancer. Flop. Non mais franchement là, c'est. Il y en a pas. Quoi, la pelouse de Guetze, elle était pas. Selon Frick, elle était trop sèche. Ah ouais, Je sais plus si c'est Frick ou je sais plus qui a dit ça à l'interview de Blue In. Il n'y a pas de flop à dégager de ce match. La pelouse du Letzigrund, on va dire. Même si moi je la trouve belle, hein. Je pense que je pourrais dormir dessus. Franchement, quand tu vois tous les joueurs, le match qu'ils ont fait, respecter les consignes de Weiler, c'est le premier match de la saison. Pour un premier match, franchement, c'est excellent. Hein. C'est excellent. Le but qu'on se prend, c'est un but sorti de nulle part. Il n'y a même pas de faute défensive. Ouais. Frick, il n'a pas eu grand chose à faire. Peut-être une ou deux sorties loupées, tu voulais. Tu me dis tout ça, mais est-ce que ça fait ça un flop? Non. Le flop, le mot est dur. Hein. Ouais. Le mot est très dur. Flop, je dirais plus Guetze, le public de Guetze. 4,5 pour un premier match. 4,5 c'était, on était 4,5. 4,5, on va par là. J'ai regardé dans le télétexte, la valeur sûre. Voilà, c'était pas plus de 5000 spectateurs. Quoi. On peut mettre comme flop Guetze. C'est quand même triste pour Guetze en général, malheureusement. On fait une parenthèse Guetze, mais pour un club de ce standing-là, quand même, c'est triste de voir où ça en est. Tu vois. Le problème, c'est que le FC Zurich, ces dernières années, a beaucoup conquis la nouvelle génération zurichoise. Et je pense que le FC Zurich, ça a toujours été le club de la ville de Zurich. Et Guetze, ça a été plutôt un peu les bourgeois de Zurich. Les élites. Oui. Les élites et un peu ce qu'il y a autour de Zurich. Parce que Zurich, c'est quand même une grande ville, même un grand canton. Je pense que pas mal de gens, même dans le canton, si tu sors Winterthur, ils sont plutôt fans de Guetze, quoi. Donc même quand on voit que la Winterthur fait des meilleures influences que Guetze. Mais Zurich aussi. La ville de Winterthur qui est là. Là, c'est vrai que c'est dommage pour un club comme Grasshopper. Vraiment, Il faut le rappeler qu'il y a une vingtaine d'années, c'était l'équipe, c'était le choc au sommet, Grasshopper Servette.
Grasshopper, c'était l'ennemi, c'était l'équipe à battre. C'est 27 titres de champion, c'est rival, c'est l'équipe qui a joué de la Champions League. Il y avait une tension, il y avait des gros joueurs à Getse, l'équipe de Cabanas. Quand les gens externes de la Suisse sortent des grands clubs suisses, il y a aussi Getse qui se glisse. Il y a Getse qui sort, bien sûr. Puis il y a aussi le gros problème du stade, le Hartum. Ils ont pas de stade. 15 ans qui sont exilés dans le Lexironde. C'est vrai, c'est pas évident, mais bon, on n'est pas dans le Grasshopper pour CH. Voilà, mais c'était le flop. Mais c'est positif, voilà, le flop, c'est pas Jean Servette. Quand on n'a pas Servette, on passe sur l'adversaire, quoi. Allez, ça me fait du mal pour eux. Même le projet de Getse qui tient pas la route, quoi. Ça tient pas la route. Ça tient absolument pas la route. On prête tous les joueurs de Wolverhampton qui n'ont pas de temps de jeu là-bas, on les prête à Getse. Enfin, aucune cohérence. Voilà. Et je crois j'avais entendu qu'ils voulaient vendre Getse, les propriétaires, c'est des Chinois. Point positif sur Getse, le maillot qui reste toujours assez beau, je trouve. Il est toujours classe sans pub. Une petite sauterelle. Ils ont remis la sauterelle devant le. Ça, c'est le point négatif. Bon, du coup, messieurs, on passe au top. À ce qui nous intéresse un peu plus, Servette. Nil Hassan, je te laisse commencer. Quel top il y en a tellement que franchement, là, on a l'embarras du choix. Moi, j'ai choisi le mien. Je sais pas si tu as choisi. Le top. Bon, je vais prendre le plus simple. Vas-y. Mais je sais pas. Franchement, il y en a tellement. Allez, Krivili. Ouais. Krivili. Il mérite. Alors pourquoi Krivili? Parce que déjà, il a joué 80 minutes. Ça, c'est excellente performance. Toujours agressif. Toujours causé des problèmes aux défenseurs de Grasshopper. Il a vraiment tenu tout le match, quoi. J'ai pas vu un moment où il était fatigué, où tu voyais qu'il était à bout de souffle. Ça, c'était souvent le cas la saison passée. Quand il est arrivé justement en fin de mercato, puis après il y a eu les nombreuses blessures où Krivili justement il jouait une mi-temps, où il rentrait en cours de match, vers la fin du match. Là, il a vraiment assumé son poste d'attaquant et il n'y a aucun moment tu dis non, mais Krivili, là, il faut le faire sortir parce que physiquement, ça ne tient pas. Au contraire, j'ai l'impression qu'il a tenu la même intensité, le même niveau sur tout le match. Et pour ça, bravo, parce que c'est depuis qu'il est arrivé à Servette, c'est la première fois où je vois vraiment il a fait un match complet dans le sens niveau du temps de jeu, où il a énormément apporté et il a plus ce rôle de joker, un peu, ce rôle de joker d'arriver un peu à la 60e, 70e minute. Là, voilà, j'espère que ça va continuer et que surtout qu'il ne va pas se blesser, mais en tout cas. Top pour moi, Krivili, ouais. Est-ce que tu penses que le fait qu'il ait fait une prépa complète avec Servette cette saison, ça change quelque chose? Même au niveau des blessures, il sera peut-être moins blessé? Après, je sais pas, à Istanbul, il me semble qu'il jouait pas beaucoup non plus, qu'il rentrait. J'ai pas l'impression que dans sa carrière, c'est un joueur qui a toujours réussi à jouer 90 minutes dans sa carrière. Du coup, est-ce que c'est vraiment la préparation? J'en doute. Évidemment, bien sûr, cette saison, ça a un impact. Mais en tout cas, ça va de l'avant et puis j'espère que ça va continuer comme ça et puis qu'on a une nouvelle paire d'attaques duo de choc Bedia-Krivili qui s'annonce beau. C'est pas mal du tout. Ouais, ça continue comme ça. Qu'est-ce que tu penses toi de Krivili, Lucas? Son match. Même chose que vous. Très très bon match de Krivili. Très content aussi qu'il dispute plus de minutes, qu'il ne se blesse pas, qu'il ait retrouvé sa forme. Peut-être dû à la préparation du coup complète de sa part. On espère que ça va continuer au fur et à mesure de la saison, qu'il sera là et qu'il sera décisif. Moi j'aime beaucoup le joueur, il apporte un grand volume de jeu, il apporte cette agressivité qu'on a besoin, cette hargne sur chaque ballon. Et puis rien que son penalty montre la puissance du bonhomme, quoi. Il fusille le gardien, il n'a aucune hésitation et puis... Ouais, puis il pèse sur les défenses, quoi. Quand il joue le pivot ou quand il peut créer des espaces pour Bedia, tu vois, il va emmener des défenseurs, ce qui va libérer d'autres joueurs. Donc c'est. Ouais. Krivili, top. Très bon joueur. Top, ouais. Lucas, vous voulez rajouter quelque chose encore sur Krivili? Non, ça passe à ton top alors. Forcément, l'autre compère de l'attaque, celui qui a planté 2 buts, Chris Bedia. Okay. Tout simplement parce qu'il a marqué, parce qu'encore une fois il a marqué un doublé, il prolonge sa série de la saison passée, un joueur qui apporte aussi beaucoup dans le jeu, qui a du volume de jeu, qui a un très bon toucher de ballon sur les contrôles avant finition qui sont très bien emmenés. C'est un joueur qui cherche beaucoup la profondeur, mais aussi qui revient jouer dans le jeu, dans l'entrejeu au milieu de terrain. Et pour moi, naturellement, c'est le top de ce match. Et voilà, on espère qu'au
suite de la saison, il continuera à peser aussi dans le jeu. Et c'est aussi une réponse à des gens qui disaient cet été que Bedia, c'était pas l'attaquant. Enfin, on aurait besoin de chercher un autre attaquant. Qui a dit ça ? On veut des noms. Franchement, balance. Les gens qui publicitaient sur Nsame. La fin de la saison dernière ne peut que leur donner tort. Le gars, il a fait 6 mois, il a mis 12 buts. Comment est-ce qu'on. Il a une technique. Après ça, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une rumeur Nsame et qu'on n'a même pas besoin d'engager Nsame, ça prouve. Moi, je kifferais, mais c'est vrai que là, il y a un embouteillage. C'est incroyable. On n'a pas besoin. Le mec, il plante et puis il est décisif. Pour aller chercher un autre attaquant, c'est Nsame, c'est vrai qu'on cracherait pas dessus. S'il vient à Servette, on serait tous contents. Mais si on reste avec Bedia, on serait tout aussi content, je pense. Bedia, je suis impressionné à chaque fois par sa technique. Chaque fois. C'est comme il contrôle la balle. Il y a très peu de déchets. Ça a l'air facile. Et puis pendant tellement de saisons, on demandait toujours il manquait un attaquant. Et là, on en a 2. Là, on en a 2. Voilà. Et on en avait 2 l'année dernière, mais ils étaient blessés en même temps aussi. Mais bon, aussi, cessons de les comparer. On veut toujours faire Bedia, Crivelli. C'est ça de comparer ces 2 monstres, profitons-en. Profitons-en, ils sont ensemble, et on les fait jouer ensemble, et puis on gagne des matchs comme ça, et comme ça, il n'y a plus de débat Crivelli, Bedia. Moi, je ne suis pas sûr qu'on pourra jouer tous les matchs avec les 2 ensemble. Non. Sur toute la saison, non. Contre IB ou Bâle. Mais c'est pour ça qu'on a un banc de touche assez large et qui permet des rotations. Parce que c'est vrai que compter sur les 2 sur toute la saison, c'est pas réaliste. Guillaume Monod qui était titulaire à Saint-Gall et qui peut aussi se créer une place dans l'effectif. Guillaume Monod, il peut jouer ailleurs qu'attaquant. Ouais, il peut jouer sur les ailes aussi. Milieu off. Toujours 10, c'est assez complet. C'est pour ça que c'est clair qu'on n'a pas besoin de le transfert. Malheureusement, je peux pas dire ça. Mais... c'est qu'on a atteint un niveau, voilà. On n'a pas besoin d'être ça, mais voilà. Mardi, on va jouer qualification Champions League, voilà. On a un autre statut. Il faut me penser, faut me réveiller là. Parce que... tu veux rajouter quelque chose sur Bedia, Nilassan? Franchement, classe. En fait, même chose. Il continue à faire ce qu'il faisait la saison passée. Il s'est quand même chapeau à lui, qui était blessé. Il était blessé un long moment. Quand il est revenu, c'est pas évident. Il s'est imposé. Il a quand même marqué 12 buts. Il est revenu fort contre Sion l'année dernière. Et là, premier match doublé. Franchement, on peut pas demander plus. Il fait tout juste. Il a déjà joué pour la Côte d'Ivoire? Je sais pas. Il me semble pas. Mais après, il devrait aller le prendre. Ensuite, il faut que j'annonce aussi une mauvaise nouvelle, c'est que le contrat il reste pas beaucoup de temps aussi. On l'avait oublié. Jingle. J'ai toujours pas fait le jingle. J'ai pas le temps, les amis. Mais bientôt. Je l'ai promis pour cette saison. C'est peut-être le seul point négatif. C'est contractuel. Sinon, au niveau le du point joueur, négatif contractuel, il y en a d'autres dans le cas. Mais à ce moment-là, il faudrait chercher Nsame, tu vois. On va rester tranquille. Ok, moi mon top écoutez, c'est Doulin. Ça m'a fait plaisir de revoir Doulin. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'était un peu la saison dernière où on avait perdu cette stabilité au milieu de terrain quand il a plus joué, qu'on a bricolé des choses en mettant Cespedes. Non, surtout Clichy en numéro 6, même si ça a bien fonctionné quand même. Au début, c'était Cespedes. Mais là, vraiment, et je pense qu'avec le retour de Doulin, c'est aussi cette sérénité. Décidément, c'est dur aujourd'hui. Qu'on a senti durant tout ce match. Je pense qu'elle vient avec Doulin aussi, qui arrive au milieu de terrain. Et avec lui, Konya est un peu, peut se sentir un peu plus libre et défend moins. Du coup, on a vu un meilleur Konya que ce qu'on a vu à la fin de la saison dernière. Ouais, donc pour moi je voulais et ça fait surtout plaisir de le revoir sur un terrain de foot. Ouais, après quelque chose une blessure, une sale blessure. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, Doulin. Doulin, il suffit de voir l'origine de l'action sur penalty de Guimeno, c'est lui qui récupère la balle. On va sur le ralenti, magnifique récupération, la tour de contrôle de Servette. Vraiment en plus je me réjouis de savoir que son probable remplaçant est Ondoua. Franchement, c'est dingue. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Il a été sur. Malheureusement, j'ai pas les stats. J'ai pas réussi à trouver les stats sur le site où
où on a, puisqu'elles n'ont pas été publiées, donc si tout, on regarde nos stats. Mais ça aurait été intéressant de voir le nombre de ballons que Doolin a récupéré. Parce que déjà, à l'œil nu, on en a vu beaucoup et il a cravaché, il était sur tous les adversaires. À chaque fois. Quelle pression. Le pire, c'est les joueurs, ils le passent. Et après, il croit que c'est bon, c'est fait. Et il revient et il prend la balle. Ce genre de joueur que Weiler doit bien aimer. Ouais, clairement. Il se fait dribbler, il revient, il prend tout. Lui, il a toujours été dans cette mentalité, hein, Doolin. Jamais rien lâché, toujours. Je pense que Weiler et Doolin, ça, ils vont bien s'entendre. Et je pense que c'est parti un peu des intouchables de Weiler, entre guillemets. Aussi, même si personne n'est intouchable. Mais c'est vrai que j'avais dit Stevanovic, mais on pourrait mettre Doolin dedans. Les deux seuls. Ouais. Ok, est-ce que vous voulez parler d'un autre joueur, puisque il y a pas mal. Moi, mention spéciale, écoutez ça. Ouais, goûtez ça. Oui, bon joueur. Vous avez une mention spéciale? Moi j'ai vu, bon après je sais pas si c'est concret, mais une rumeur de transfert d'un probable départ. On fera ça après, parce que je vais mettre mon jingle. D'accord. Mais sinon sur la performance de goûter ça, oui, on voit technique, rapide, vif. Voilà, après voilà, des fois on voyait sur le dernier geste, sur le dribble, après le dribble, il manquait encore quelques petites choses pour être plus précis, mais là on voit encore sur sa magnifique passe sur l'ouverture, c'est le joueur qui déborde le plus, qui se crée le plus de danger. Après le seul bémol que j'ai envie de dire, s'il y a un bémol, c'est le dernier geste un peu des fois, qui est un peu trop brouillon, qui manque de précision, mais s'il n'y avait pas ce petit truc brouillon, ce serait un joueur qui serait pas à Servette, il faut pas se le mentir, qui jouerait pas en Super League, qui serait dans une autre ligue, alors on va pas se plaindre. Je suis d'accord avec toi. Mention spéciale, Tsunemoto. Pour son premier match. Moi j'ai trouvé solide personnellement. Et puis voilà, moi ça a l'air d'être un bon joueur qui se bat sur les ballons, qui défend plus. Je trouve qu'il défend plus que les latéraux qu'on avait la saison passée. Et c'est pas un mal. Moi je trouve que c'est bien. Okay. Et puis moi, avant tu disais que dans les joueurs intouchables en guillemets, tu disais qu'il y en avait deux, c'était Doolin, Stevanovic, mais il faut aussi ajouter Konya. Et Konya aujourd'hui, on l'a vu qui courait partout, box to box, défense, attaque, qui était sur tous les ballons, organisait le jeu. Et puis je me dis c'est vraiment un joueur important et j'ai l'impression que voilà qui a pas perdu de son niveau, au contraire qui monte ce qui hausse le niveau. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que lui tout seul toute la saison comme ça, c'est c'est beaucoup trop de charges, c'est beaucoup trop de responsabilités et c'est aussi une dépendance à Konya. Du coup pour moi c'est vrai que dans le mercato une des choses les plus importantes c'est de trouver un numéro 8 un peu dans le même profil que Konya pour justement le compléter, pour avoir une doublure, pour pas compter que sur Konya, parce que là ce qu'on a vu, je pense que c'est le joueur qui a dû plus courir avec Doolin, et puis vraiment des fois Konya on le voyait en attaque, après on le voyait en défense, on le voyait au milieu de terrain faire les transitions, récupérer des ballons, gros numéro 8. Et c'est vrai qu'un numéro 8 dans le foot moderne c'est très dur à trouver, numéro 8 dans le budget de Servette, dans le standing de Servette, et du coup ça va être un gros chantier. Est-ce qu'on n'aurait pas un jeune qui pourrait avoir ce profil là, tu vois, qui est compliqué, les Ladyba il est plus défensif, ou même un peu dans le profil Konya, bon c'est un peu... Au pire il pourrait alterner avec Ondua, il serait moins défensif, tu vois, il est capable de faire du box to box. Ondua. Sinon Val c'est toujours libre. Si Weiler veut le reprendre, franchement, ça c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'un Vals dans cet effectif-là, franchement, ça aurait été bien. Ça aurait été top. Je pense que lui, se serait éclaté aussi. Si Weiler écoute. Bonjour, coach Weiler. D'ailleurs. Hallo. Guten Tag. Voilà, si la cellule recrutement de Servette. Est-ce que. Pas rancunière, il y a Vals qui est toujours là. Et si Vals n'est pas rancunier aussi. Si Vals n'est pas rancunier, c'est vrai. C'est lui qui aura le dernier mot. T'as parlé de rumeurs de transfert. Vous avez des rumeurs de transfert? Un petit jingle transfert. Ouais. Vas-y, jingle. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Ouais, je suis trop fier. Ouais, c'est 117 les amis, film incroyable, allez voir ça. On a parlé d'écouter ça, du coup t'as vu une rumeur, apparemment, je pense que la même que moi. Turquie, c'est ça? Turquie, qui enverrait en Turquie. Après, est-ce que goûter ça a envie de je sais pas s'il a déjà eu une expérience, au stade de Reims, mais est-ce qu'il a envie de retrouver
une expérience à l'étranger. Là, je pense qu'il est assez bien à Servette. Il a la possibilité de jouer l'Europe. Une place de titulaire semble être quasi acquise pour lui. Est-ce que pour lui, c'est le moment de partir? Moi, je pense pas. Moi, je pense Il a quel âge coûter ça? Il n'est pas non Il plus est très jeune, vieux. Il il a est 26 ans, je pense. Ouais. Après, voilà, son expérience à l'étranger ne s'est pas bien passée. Est-ce qu'il veut retenter en Turquie? Est-ce que ça vaut la peine de partir de la Suisse pour aller en Turquie? Moi, la seule raison, c'est pour, comme on dit, mettre la daronne à l'abri. Ouais, sous-entendu l'oseille, quoi. Voilà, l'oseille. On sait que l'argent, nous en tant que supporters, on comprend pas trop, mais c'est vrai que quand tu es un joueur professionnel, mais évidemment, tu as une rentrée d'argent, voilà, on va pas se mentir, hein, mais les auditeurs, si votre employeur vous propose, un autre employeur vous propose 4 fois votre salaire, vous n'allez pas dire non. Si vous aimez bien l'entreprise, voilà, même si vous aimez bien l'entreprise, à un moment donné, il faut pas se mentir, c'est des joueurs de foot qui ont un club, mais c'est aussi des professionnels. C'est aussi des employés. Et c'est aussi des employés aussi. Mais voilà, mais après voilà, en tant que supporter et aussi pour sa carrière, est-ce que ça vaut la peine de partir en Turquie? Je pense pas. Après voilà, c'est des choses plus extra sportives qui décideront, mais en tout cas, en parlant de goûter ça, moi je suis très content de voir, on a goûté ça, on a Guimono, on a Antunes, tous des jeunes formés au club qui sont là à gérer l'attaque servétienne, et ça il faut le relever. Ça fait très plaisir, ça. Rumeur de transfert, Lucas, écoutez ça, t'en penses quoi déjà? Je pense pas qu'il va partir. Je pense que cette rumeur ne tient pas debout parce que, enfin, elle est peut-être vraie, mais peut-être le club est intéressé, mais je pense pas que le joueur voudrait partir de Genève, surtout qu'il peut jouer l'Europe et puis il est bien chez lui et puis il a déjà fait ses aventures outre Servette et au final, il est revenu, donc à part si c'est un club de plus haut standing. Pour mieux repartir. Ouais, à part si c'est un club de plus haut standing, je pense pas qu'il partira. Si club turc, je sais pas. S'il y a l'oseille. Après, le problème de pas mal de clubs turcs, c'est que des fois, il y a l'oseille et qu'à un moment donné, le proprio ou quoi, il y a des problèmes. Il ne paye plus les salaires. Voilà. Ça arrive dans pas mal de. Mais après, si ça fonctionne, ça fonctionne. Il y a d'autres rumeurs de transfert que vous avez entendues à gauche, à droite? Il y a la piste Sasso qui s'est refroidie. Ouais. Ça va pas. Je pense pas qu'il va venir finalement. Mais satisfait. Enfin, j'aime bien ce joueur, mais je trouve que de faire revenir un joueur de 32 ans, moi je trouve, même si Sasso c'était un très bon joueur quand il était chez nous, moi je pense que c'est pas la bonne solution. C'est pas la meilleure option. Vous avez des idées, vous Parce qu'on est tous d'accord, il nous faut un défenseur central. Il y avait plutôt de métier, quoi. Il y avait la piste Moussa Sissako. Qui joue en Russie. Okay. Le jeune de 24 ou 25 ans, je sais plus. Jeune, je crois qu'il a eu même 20 ans, 21 ans, qui a joué quelques matchs en Russie. Ça a l'air d'une piste intéressante. Formé à Paris. Mais bon. Après, la source venait d'un journaliste sur Twitter qui n'a eu des sources très peu fiables. C'est Gilbert, le mec de l'équipe. Non, c'était une autre personne du coup. Balance. Voilà. Non, on va pas créer de problème. On va faire des clashs entre dans les médias, on va éviter. Okay. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu de nom qui est sorti pour un défenseur. On a eu cette piste-là en début de saison, mais sinon, ça a été très calme. Et 8, j'ai pas entendu de nom. Le 8, on a vu un jeune de 18 ans qui appartiendrait à la Juve. Mais bon, ça c'est que Zurich aussi se dit. Zurich serait intéressé, mais sinon on n'a pas eu trop de rumeurs de transfert. Je pense que ça va peut-être plus s'activer vers le fin. On sait que Servette est souvent actif pour trouver la meilleure solution, la perle rare entre guillemets, niveau financier, niveau contrat à la fin, le dernier jour. Mais là on peut pas autant peut-être pour le 8 ça peut tenir comme ça, mais pour un défenseur central on peut pas continuer. On a besoin d'un défenseur central vite. Je sais pas. Est-ce que si on garde Vouillot et Séverin, il va y avoir beaucoup de matchs, beaucoup de risques de blessures. Vouillot, Séverin, Rouillet, c'est des mecs qui se blessent pas mal relativement. C'est vrai. Donc tu vois, je sais pas. Moi, je crois qu'il est essentiel de recruter dans ce poste. Et il y a Baba Soirée. Baba Soirée, il a joué et là, il était non convoqué, mais il est dans l'effectif. Ouais. C'est vrai qu'il est dans l'effectif. Et aussi. Magnin qui est blessé, malheureusement. Qui est blessé 3 mois. Et puis aussi, la grande énigme, c'est Oberlin qui est dans l'effectif de Servette. Écoute, il est toujours pas parti. En plus, il faut trouver un club. Et je pense pas qu'il y a des clubs qui sont intéressés sur Oberlin. Yverdon. Après, c'est vrai, c'est des départs comme ça qui peuvent aussi débloquer des situations. Parce qu'Oberlin, c'est aussi un salaire aussi, que Servette paye, même s'il ne joue pas. Du coup, ça aussi, il faut peut-être un départ d'Oberlin pour que. Et une arrivée. Pour qu'une arrivée arrive aussi. Et puis après, niveau étranger, il me semble, j'ai vu sur Twitter qu'il a
plus trop la possibilité d'avoir des joueurs étrangers parce qu'on est déjà assez pas mal. Du coup, est-ce qu'on se dirigerait vers des pistes suisses? Des pistes en Suisse, ouais, pourquoi Ouais. pas. Ça peut être intéressant. Ouais. Il y a des bons joueurs à aller piocher, ne serait-ce qu'à Winterthur. Après, c'est pas les. Di Giusto, c'est toujours. Il est à Winterthur. Bon, c'est un attaquant, on n'en a pas besoin, mais ça, tu vois, ça aurait été intéressant par exemple. L'attaque, ça va, on est très bien. Parce qu'on va arrêter. On va arrêter Jachari. Qui n'ira pas à balle finalement. Hein. Ah ouais, c'est Je pas sûr, crois. non Je crois que. Je vous l'avais annoncé, mais. Tous les 2 jours, ça change. Ouais. Mais il quittera Lucerne. Parce que la semaine dernière, on avait dit qu'il avait déjà quitté. Ouais, mais il est en conflit avec la direction. Ouais. Il n'a même pas joué. Je comprends Lucerne de joué. ne pas vouloir le vendre à balle. Mais enfin, bref. Messieurs, on se tourne vers déjà mardi, donc dans 3 jours, puisque nous enregistrons dimanche. La Ligue des 2 jours même. Il n'y a pas la musique de la Ligue des Champions Après-demain. Elle a pas. Non, on avait dit quoi, les gars? Ah On avait oui, dit oui, tranquille, tranquille. tranquille. On va pas porter la poisse, ça va pas s'enflammer. Peut-être que si on passe un tour, on pourra la mettre. Mais là, ouais, attendons. Mais... ça va, on va. Mais incroyable, jouer hein. mardi la Ligue Déjà, des Champions. on est dimanche, déjà. Ouais, après-demain 14. en fait. Déjà 14 000 billets vendus. Dans 2 jours. Ouais, 14 000 billets vendus. C'est vrai vrai qu'il avait annoncé 20 000. Mais C'est peut-être un petit peu emballé. Ah, on sait pas. Hein. mais arrivé déjà à 15 000, 14 000 au mois de juillet, même que ce soit championnat ou coupe, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé à Servette. Je me souviens en 2011-2012 quand on jouait contre Lausanne devant 17 000 personnes qui ont été remontées. Mais sinon depuis au mois de juillet, on a toujours l'excuse de c'est les vacances, il fait chaud, il y a beaucoup de choses à faire. Bah là, on voit que le Bah, en fait, public non, servettien, Genevois, s'est mobilisé. Et C'est souvent des fausses excuses, les vacances. voilà, et puis on a du répondant en face, et j'ai 800 billets qui ont été vendus aux supporters de Genk. Ouais, 800, ils seront sûrement 1000, les Genk. Voilà, et Genk, quoi. puis voilà, un match un mardi soir à 20h30 européen Cool, hein. pour la compétition de la Ligue des Champions. Ouais. Ça, c'est tout Servettien rêve de voir une affiche comme celle-là, et franchement, on peut que s'en satisfaire. Là, on aura du très gros en face. Par contre, hein. Justement, je voulais revenir sur un peu le côté football maintenant. Genk, ils étaient à 1 minute d'être champion de Belgique la saison dernière. Ouais. C'est une équipe qui joue en 4-2-3-1, qui a quand même des sacrés joueurs. Hein. J'ai noté El Khanous, milieu numéro 10, Pencil à droite, ailier droit, Trésor, ailier gauche. Ça va très vite. Ça joue en une touche de balle. C'est très costaud. Très très costaud, les amis. C'est très haut niveau. Hein. C'est du très haut. Là, je pense que sur ces 10 dernières années, 20 dernières années, c'est la meilleure équipe que Servette va affronter. L'adversaire le plus fort qu'ils ont jamais affronté. Bon, tu après, penses plus fort, après ça, on a quand même eu IB quand ils étaient. Ouais, mais là, moi je pense que C'est au-dessus d'IB. Genk, c'est au-dessus d'IB. Ah, Ouais, quoique ça se tape. Hein. Mais c'est vrai que là, quand tu vois la valeur marchande des joueurs, tu vois des 15 millions, tu vois des 20 millions. Tu vois Ouais, le style de jeu. Après ça, vois la valeur marchande, c'est lié à des marchés, à des, tu vois, la Belgique. tu vois quand même ces joueurs qui ont des gros. J'ai plus attrayant que le championnat suisse. C'est Bah, pour ça qu'ils ont des de valeurs toute façon, marchandes, Et c'est un championnat qui est de meilleur niveau, qui est beaucoup plus dur, qui est un peu Bah, plus dur que. Bon, en tout Faut demander à cas, Puertas qui est. en tout à cas, Saint-Gilloise. Genk, je pense qu'il s'il joue en Super League, il marche sur la Super League. Largement. Ça, clairement. Ah il a IB et les autres, et il a Genk et les autres. Aussi, Ce qui en Belgique n'est pas le cas, il marche pas sur tout le monde. Hein. C'est le Royal Antwerp qui a gagné la. Après, Il y a la Saint-Gilloise, il y a des bons clubs. Hein. le seul avantage que j'ai envie de dire pour Servette, c'est que Servette a eu ce match contre Getse. Il a déjà la saison qui a commencé pour Servette. Pour Genk, c'est pas le cas. Ce sera le premier match officiel contre Servette à l'extérieur pour eux. Et moi, je sais pas quand ils commencent leur saison. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Dimanche Dimanche d'après. Du coup, il laisse léger avantage pour Servette. Mais C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est le timing. C'est le timing qui joue peut-être en faveur de Servette. Et puis, il faut dire que Genk aussi a beaucoup plus d'expérience européenne que Servette. Une équipe beaucoup plus talentueuse, qui a un plus gros potentiel. Il ne faut pas se mentir, Servette n'est pas du tout favori. Loin d'être favori. Mais Servette n'a rien à perdre. C'est ça. Après, c'est le match aller, c'est le match le plus abordable des deux. C'est à domicile. À Genk, ça sera très difficile. Surtout si il faut tenir un score ou s'il faut revenir d'une défaite. Donc c'est le match le plus facile à la Praille. Ça reste pas un match facile, hein. C'est le match le plus facile, mais ça reste un match difficile. Le plus abordable. Je préfère ce mot, s'il te plaît. Le plus abordable. Rien n'est facile en Coupe d'Europe.
Mais il faudra se battre et c'est plutôt Genk qui a tout à perdre. Hein. C'est ça. Et Genk aura la pression parce que si Servette au match aller gagne, c'est Genk sera une grosse pression au match retour parce que c'est au niveau du budget, au niveau du prestige du club, c'est Genk les favoris et Servette n'a absolument rien à perdre. Ouais. Moi je pense que Servette vont pas le jouer comme si c'était un amical, mais ils vont jouer détendu et décomplexé et c'est peut-être ça qui va jouer en faveur de Servette. Ouais. La position d'outsider, c'est une très bonne position des fois. Justement, en parlant de ça, vous pensez que Weiler il va l'aborder comment ce match ? Vous avez une idée un peu tactiquement par rapport, parce qu'on a maintenant on a vu le match contre Getse, on a eu une ébauche de ce que voulait un peu Weiler. Justement contre Genk, est-ce qu'on repart avec 2 attaquants comme ça ? Non, moi je pense pas. Moi je pense que c'est beaucoup trop ambitieux. Et on a vu que justement au milieu de terrain il avait des trous et que c'était un peu désorganisé. Contre Getse on pouvait clairement se le permettre de le faire parce que c'est une équipe qui avait pas trop de répondants, Getse. Mais là contre Genk, je pense que c'est la pire option à faire. Après Weiler c'est quelqu'un qui connaît le championnat belge, il a même été champion avec Anderlecht. Du coup ça joue en faveur de Servette. Vu que avec la réputation de Weiler qui est plus tacticien, moi, je pense qu'on va voir complètement un autre match mardi, quelque chose de différent. Mais quel sera le dispositif, quelle sera la tactique, ça, il n'y a que M. Weiler qui le sait. Il n'y a que M. Weiler. Mais en tout cas, je pense pas que moi-même, je pense pas qu'il reconduit un 4-4-2 comme ça. C'est beaucoup trop ambitieux et trop dangereux. Un 4-2-3-1 avec peut-être Antunes en 10 ou Lung en 10. Ou Lung aussi, voir s'il a le calibre déjà pour jouer à des matchs comme ça. Ou Roland en 10, les gars. Ouais, non. Mais du coup, toi, tu dirais un 4-3-3, tu dirais un 4-2-3-1 comme à l'ancienne. Antunes en 10, Doulin Cogna toujours derrière parce que Andoua je pense pas qu'il puisse commencer déjà un match et il lui faut encore un retour de forme. Peut-être il sera sur le banc et il jouera un petit bout de match à la fin. Mais moi, je pense que c'est dans l'idée. Et puis, un jeu très axé sur le pressing. Parce que même si c'est une grosse équipe, si on presse une grosse équipe, on peut bien jouer. Et puis aussi, Servette a fait une grosse préparation physique, justement, notamment par le style de jeu de Weiler. Et ça aussi, ça peut être intéressant pour ce match-là, où les joueurs servettiens, physiquement, vont être plus prêts que les joueurs de Genk. Ça aussi, c'est peut-être un léger avantage pour Servette, mais Genk reste le favori. Ouais, largement. On ne peut pas s'attendre à une victoire de Servette. On l'aimerait tous, on l'appelle de tous nos voeux. Mais... Un petit 2-1. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose ? On passe au prono. Non, pour moi, c'est tout bon. C'est tout bon. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, ça. Non. Alors, vous pensez que, et on va se quitter là-dessus, les amis. Vous pensez que il y aura combien ? Moi, je pronostique 2-1. Pour Servette. Pour Servette. 2-1 pour Servette. Ouais. Ah ouais. Il est ambitieux, l'ami. Il faut rêver. Soyons fous. Et c'est reste un pronostic, je m'engage en rien. C'est vrai. Et les spectateurs, t'avais dit 16 800 toi ou 17 000? Non, j'avais dit 18 000, mais je peux revoir à la hausse. Ah ouais, ok. Il est ambitieux, l'ami. En fait, j'ai envie qu'on pète les records. Et pourquoi pas déjà il y a les vacances. Ouais, mais on peut rêver. Dépasser la barre des 20 000, pourquoi pas. Mais sinon, mon pronostic officiel reste 18 000 et quelques. 18 000, je sais plus. Il faut revoir l'émission d'avant. T'es superstitieux, Nilassan? Ça nous fera des. Oui. Tu veux pronostiquer ou pas? Moi, franchement, moi qui est très pessimiste, j'ai envie de croire à 1-0 pour Servette. En parlant pessimiste, on a oublié un truc. Stevanovic. Je crois qu'il est suspendu pour ce match. Ah, ça, on n'était pas sûr, non? On n'est pas sûr, hein. Mais il avait reçu le rouge à cause du rouge contre Molde. Ça, c'est vrai. Je crois que... C'est toi qui dois s'adosser ça normalement. Non, j'ai pas de mauvaise nouvelle à ça, annoncer. c'est la pire des mauvaises nouvelles. Mais c'est vrai, je dirais 1-0 Servette et puis 1-0 Servette et 15 000 personnes. 15 000 personnes. 15 000 15, 16 000 par là, ouais. Ok. Il y a déjà 14 000. Je pense qu'on va arrêter de vendre. Et le jour J, il y a beaucoup de places qui se vendent. Ouais, ça peut se faire 1000 de plus. Moi, j'avais pronostiqué 20 000. Je vais rester à 20 000. De toute façon, je pense qu'on va à la tribune. Je suis joueur. De toute façon, tant qu'on n'ouvrira pas la tribune sud, je pense qu'on va rester bloqué sur. Tu penses qu'ils n'ouvriront pas? Non, moi je pense pas. Ouais, je sais pas. Je pense pas non plus. Peut-être à la DER. À la DER, ouais. À la DER. Et puis, pronostic du match, je pense qu'il y aura avec un peu de chance, un partout. Un partout. Ça reste cohérent. Messieurs, merci comme d'habitude pour vos analyses éclairées. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, suivis. Je vous souhaite bon dimanche, bon lundi.
Et on se retrouve très vite. On se retrouve pour la Champions League mardi. Ouais. Mardi. C'est bizarre de dire ça. Ouais. Émission qui aura lieu après le match. Si jamais. Je sais pas si ce sera en live ou pas, on verra ça. On verra. Mais si jamais, après le match. Messieurs, dames, merci. Au revoir. Et allez, servette. Allez, servette. ciao. Ciao, ciao.